Je m'appelle Ronan et, à 32 ans, j'ai bâti une vie dont je suis fier. De la fenêtre de mon appartement du centre-ville d'Austin, je peux voir la ligne d'horizon s'étendre. Un paysage de verre et d'acier qui scintille sous le soleil du Texas. C'est une vue qui coûte plus que ce que ma mère gagnait en une année entière. Et certains matins, cela ne me semble toujours pas réel. Je suis analyste de données senior dans une grande entreprise technologique. Un poste au titre compliqué, mais qui signifie en réalité que je trouve des histoires cachées dans les chiffres. Et l'histoire que mes propres chiffres racontent est celle du succès. Un bon salaire, des investissements solides, une vie stable dont je n'aurais jamais osé rêver enfant. La paix que j'ai trouvée ici est mon atout le plus précieux. Mon appartement est mon sanctuaire, un lieu aux lignes épurées, aux meubles minimalistes et au calme. J'ai une routine à laquelle je m'en tiens, debout à 6 heures pour courir le long de la rivière, une forte tasse de café noir tout en examinant les tendances du marché, puis une journée de 8 heures à plonger dans des ensembles de données complexes. Le soir, je rencontre quelques amis proches, Léo, Maya et Ben, ou je reste chez moi, mets un vieux vinyle et me prépare un bon repas. C'est une vie simple, prévisible, mais sa prévisibilité est ce qui la rend si belle à mes yeux. C'est l'opposé polaire du chaos qui a défini mon enfance. Je pensais avoir réussi à enterrer ce passé. Je pensais que les milliers de kilomètres entre Austin et la ville délabrée de l'Ohio où j'ai grandi suffisaient à tenir les fantômes éloignés. J'avais travaillé dur, lutté pour chaque opportunité, et cru que j'avais enfin échappé à l'ombre de l'homme qui était censé être mon père. J'avais prouvé à moi-même et au monde que je n'avais pas besoin de lui, que j'étais mieux sans lui. Pendant plus de 20 ans, cette conviction a été le fondement sur lequel j'ai bâti toute ma vie. Mais un soir d'automne doux, tout a changé. J'étais assis sur mon canapé, l'ordinateur portable ouvert, à moitié en train de regarder un match de baseball à la télévision, lorsqu'un coup sec et insistant a résonné à ma porte d'entrée. C'était un son inhabituel. Mes amis envoient toujours un message d'abord et les livraisons sont laissées au concierge. Un nœud d'inquiétude se serra dans mon estomac alors que je marchais vers la porte et regardais par le Judas. Pendant un instant, je n'ai pas reconnu les visages qui me regardaient. L'un était un homme d'une 50aine d'années. Son visage marqué par une vie dont je ne savais rien. Mais ses yeux, c'étaient les mêmes yeux froids et calculateurs dont je me souvenais. À côté de lui se tenait une jeune femme, peut-être 18 ou 19 ans, avec une expression impatiente et ennuyée, son attention rivée sur son téléphone. Ma main se figea sur la poignée de porte. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à l'impossible. Impossible. Pas après tout ce temps. Mais c'était lui. C'était Silas, mon père. Et la jeune femme devait être la fille qu'il avait eue avec sa nouvelle famille, ma demi-sœur. Les fantômes que je pensais avoir semés m'avaient finalement rattrapé. Ils m'avaient trouvé, et avec ce seul coup, le monde tranquille et stable que j'avais si soigneusement construit était sur le point d'être déchiré. J'avais 9 ans quand mon monde s'est effondré. Nous vivions dans une petite maison de location perpétuellement humide dans l'Ohio, le genre avec des fenêtres qui claquaient à chaque passage de camion. Ma mère travaillait dans un restaurant local, et mon père, Silas, faisait des petits boulots, n'en gardant jamais un plus de quelques mois. La plupart de mes souvenirs de cette époque sont ceux de leurs disputes, leur voix s'élevant et s'abaissant derrière le mur mince de ma chambre. Les disputes portaient toujours sur la même chose, l'argent, ou plutôt son absence. La dernière dispute eut lieu un mardi. Je m'en souviens parce que c'était le soir du pain de viande. J'étais dans ma chambre, essayant de finir mes devoirs de maths, mais leurs cris étaient trop forts pour être ignorés. C'était différent cette fois, plus aigu, plus définitif. J'entendis la voix de ma mère supplier, puis se briser de larmes. Puis j'entendis le claquement d'une porte de placard et le bruit lourd d'une valise jetée sur le sol. Je sortis de ma chambre et regardai au coin. Silas se tenait près de la porte d'entrée avec un sac de sport usé à ses pieds. Ma mère se tenait au milieu du salon, ses bras serrés autour d'elle comme si elle se tenait elle-même. « Tu ne peux pas juste partir, Silas, murmura-t-elle, sa voix rauque. Que allons-nous faire ? Il ne la regarda même pas. Il ricana, un son amer et laid. C'est ton problème maintenant. J'en ai marre. J'en ai marre de cette vie pathétique. Marre de cette ville et marre de toi. Il tourna légèrement la tête et ses yeux rencontrèrent les miens pendant une fraction de seconde. Il n'y avait aucune tristesse en eux, aucun regret, juste un vide froid et dur. Puis il se tourna, ouvrit la porte et sortit sans un mot de plus.
Le bruit de la porte se refermant fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. La fin officielle de mon enfance. Le silence qui suivit fut lourd et suffocant. Ma mère resta figée longtemps avant de s'effondrer finalement sur le vieux canapé fleuri, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis juste approché et j'ai posé ma petite main sur son dos. Plus tard cette nuit-là, après m'être endormi en pleurant, je me suis réveillé assoiffé. Je suis allé sur la pointe des pieds à la cuisine, essayant de ne pas réveiller ma mère, qui s'était évanouie d'épuisement sur le canapé. Alors que je prenais un verre d'eau, j'ai remarqué que le placard de la cuisine était légèrement entrouvert, celui où ma mère gardait sa boîte d'urgence. C'était une vieille boîte à café où elle cachait tous les dollars supplémentaires qu'elle recevait en pourboire au restaurant. Elle l'appelait notre fonds pour les jours de pluie. La curiosité l'emporta sur moi. J'ai tiré une chaise, je suis monté et j'ai attrapé la boîte. Elle semblait légère, trop légère. J'ai retiré le couvercle en plastique. Elle était vide. Chaque dernier dollar avait disparu. Une froide angoisse m'envahit. Une réalisation trop lourde à supporter pour un enfant de 9 ans. Il ne nous avait pas seulement quittés. Il nous avait volés. Il avait pris le dernier petit bout de sécurité que nous avions au monde et était parti avec, ne nous laissant que l'écho de sa cruauté. Cette nuit-là, j'ai appris une leçon qui allait façonner le reste de ma vie, on ne peut compter sur personne d'autre que soi-même. Les semaines qui ont suivi le départ de Silas furent un flou de confusion et de peur. Notre argent d'urgence ayant disparu, les choses devinrent rapidement désespérées. Le propriétaire commença à frapper à notre porte, sa voix devenant de plus en plus forte à chaque fois. L'électricité fut coupée 2 fois. Je me souviens faire mes devoirs à la lumière des bougies, la flamme vacillante faisant danser les ombres sur la page. Ma mère semblait vieillir de 10 ans en un mois. La lumière dans ses yeux s'éteignit, remplacée par une anxiété constante et épuisante, mais elle ne se brisa jamais. Pas devant moi en tout cas. Elle prit un deuxième emploi, nettoyant des bureaux tard le soir après son service au restaurant. Elle partait avant que je ne me réveille et rentrait longtemps après que je sois endormi. Certains jours, la seule fois où je la voyais, c'était quand elle jetait un coup d'œil dans ma chambre avant de partir pour son travail de nuit, sa silhouette encadrée par la lumière du couloir. Ses mains, qui avaient toujours été douces, devinrent rugueuses et rouges à cause des produits chimiques de nettoyage agressifs. J'ai essayé d'être fort pour elle. J'ai appris à préparer mon propre petit déjeuner, généralement juste des céréales avec de l'eau, car nous n'avions souvent pas les moyens d'acheter du lait. Je m'assurais que mes devoirs étaient faits et ma chambre propre. Tout pour lui enlever un petit fardeau. Mais je me sentais si impuissant en la regardant se tuer à la tâche. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester les bras croisés. J'ai pris une tournée de journaux, me levant à 5 heures du matin tous les jours pour faire du vélo dans le quartier, lançant des journaux sur les porches dans le froid de l'aube. L'argent n'était pas beaucoup, peut-être 40 ou 50 dollars par semaine, mais pour nous, c'était une bouée de sauvetage. Je n'oublierai jamais la première fois que je lui ai remis mes gains. Je suis juste entré dans la cuisine et j'ai posé les billets et les pièces froissées sur la table. Elle a regardé l'argent, puis moi, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Oh, Ronan, dit-elle, sa voix épaisse d'un mélange de fierté et de douleur. Tu ne devrais pas avoir à faire ça. Tu n'es qu'un enfant. Nous sommes une équipe, maman, dis-je, bombant le torse pour paraître plus vieux que je ne l'étais. Nous devons nous serrer les coudes. » Elle me serra dans ses bras, son corps fatigué tremblant légèrement. Elle ne dit rien d'autre, mais à ce moment-là, je savais que nous allions nous en sortir. Nous avions l'un l'autre. L'argent de ma tournée de journaux s'est rapidement transformé en argent gagné en tondant des pelouses, puis en remplissant des étagères à l'épicerie du coin après l'école. Chaque dollar que je gagnais allait dans une nouvelle boîte à café, notre nouveau fonds pour les jours de pluie. Je glissais secrètement de l'argent dans son sac quand elle ne regardait pas, et elle faisait semblant de ne pas le remarquer. C'était notre accord silencieux, notre façon de lutter contre le monde qui avait essayé de nous briser. Nous survivions à peine, vivant d'une paix à l'autre, mais nous le faisions ensemble. Son sacrifice alimentait ma détermination, et mes petites contributions lui donnaient une lueur d'espoir. Dans cette petite maison délabrée, nous avons forgé un lien plus fort que n'importe quelle adversité. Le lycée fut mon évasion. Pendant que d'autres jeunes allaient au match de football ou s'inquiétaient des rendez-vous de bal de promo, j'étais à la bibliothèque, plongé dans les livres. Je savais avec une certitude qui me brûlait les entrailles que l'éducation était ma seule issue.
Les maths et les sciences devinrent mon refuge. Les chiffres avaient un sens. Ils étaient logiques, prévisibles. Contrairement aux gens, ils ne mentaient jamais et ne vous abandonnaient jamais. J'ai rejoint le club de maths, le club de codage, tout ce qui pouvait me garder plus longtemps à l'école et me remplir la tête d'autre chose que l'inquiétude constante de notre prochain repas. Mon conseiller d'orientation, un homme gentil nommé Monsieur Henderson, vit le feu en moi. Il me voyait rester tard après l'école, me penchant sur des problèmes de calcul bien après que tout le monde soit rentré chez soi. Un après-midi, il me convoqua dans son bureau. « Ronan, dit-il, me regardant par-dessus ses lunettes. As-tu réfléchi à ce que tu allais faire après l'obtention de ton diplôme ?» J'haussai les épaules. « Je vais trouver un emploi à plein temps à l'usine, je suppose. Aider ma mère. » Il secoua la tête. « Non, tu es capable de plus que ça. Bien plus. » Il poussa une pile de brochures sur son bureau. C'étaient des bourses universitaires. « Tes notes sont exceptionnelles. Si tu travailles dur, tu pourrais obtenir une bourse complète. » Une bourse complète. L'idée me semblait aussi étrangère que de voler sur la Lune. L'université était pour les enfants riches, pas pour quelqu'un qui devait choisir entre acheter un manuel ou aider à payer la facture d'électricité. Mais la confiance de Monsieur Henderson en moi planta une graine. Pour la première fois, je me permis d'imaginer un avenir différent, un avenir qui n'était pas défini par les limites de ma petite ville. L'année et demie suivante fut une lutte incessante. J'étudiais jusqu'à ce que mes yeux brûlent. J'ai suivi tous les cours de placement avancé possibles. J'ai écrit des dizaines d'essais pour des bourses, versant mon histoire sur la page, et cela a porté ses fruits. À 17 ans, j'ai obtenu une bourse complète pour l'Université du Texas en analyse de données. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, ma mère et moi nous sommes juste serrés dans les bras dans le salon et avons pleuré. C'était notre billet de sortie. Mais même avec les frais de scolarité couverts, l'université fut une lutte. J'étais seul pour tout le reste, le loyer, les livres, la nourriture. J'ai travaillé 3 emplois pour joindre les deux bouts. J'étais commis de cuisine dans un restaurant universitaire, esquivant le café renversé tout en parcourant mentalement des lignes de code. Le week-end, je travaillais comme archiviste dans un petit cabinet d'avocats, l'odeur de vieux papiers et de livres juridiques poussiéreux à jamais gravée dans ma mémoire. La nuit, je nettoyais des bureaux, le mouvement monotone d'essuyer les bureaux me donnant le temps de réfléchir. J'étais toujours fatigué. Je vivais de café bon marché et de nouilles instantanées. Mais je ne me plaignais jamais. Chaque examen réussi, chaque projet achevé était une victoire. C'était la preuve que j'étais plus que mon passé. J'étais l'architecte de mon propre avenir et je le construisais, une étape exténuante et épuisante à la fois. Obtenir mon diplôme universitaire, c'était comme refaire surface après avoir retenu mon souffle pendant 4 ans. J'avais mon diplôme, une pile de prix universitaires et, surtout, une offre d'emploi d'une entreprise technologique à Austin. Déménager là-bas, c'était comme entrer dans une autre dimension. L'énergie de la ville, sa scène technologique en plein essor, c'était tout ce que mon ancienne vie n'était pas. C'était un nouveau départ, une page blanche. J'ai commencé comme analyste junior, le plus bas échelon de l'échelle. Mais j'avais faim. Je me souvenais de la sensation d'un estomac vide, du froid d'une maison sans chauffage. Ce souvenir était mon carburant. J'ai mis tout ce que j'avais dans mon travail. J'étais le premier au bureau et le dernier à partir. J'ai pris les projets que personne d'autre ne voulait. J'étudiais le week-end, améliorant constamment mes compétences. En 5 ans, j'avais gravi les échelons jusqu'à un poste de direction, dirigeant ma propre équipe et gagnant un salaire qui ressemblait à un gain à la loterie par rapport à mon enfance. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère. Dès que mes revenus se sont stabilisés, j'ai commencé à lui envoyer de l'argent. Au début, c'était 5 cents par mois, puis 1000. Je voulais offrir à ma mère une paix qu'elle n'avait jamais eue. Je voulais qu'elle cesse de s'inquiéter de la prochaine facture, du prochain loyer. Je n'oublierai jamais le jour où je lui ai acheté une maison. Ce n'était pas immense, juste un petit cottage de 2 chambres avec un jardin à l'arrière, dans un quartier calme à quelques villes de là où nous vivions. J'ai pris l'avion pour l'Ohio pour la surprendre. Je me suis arrêté devant son immeuble d'appartements exigus et je lui ai dit que je voulais l'emmener faire un tour.
Quand nous sommes arrivés devant la petite maison bleue avec la clôture blanche, elle m'a juste regardé, confuse. C'est magnifique, Ronan, dit-elle. C'est la maison de qui? J'ai sorti une clé de ma poche et je l'ai pressée dans sa main. C'est la tienne, maman. Le regard sur son visage est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie. Les larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'épuisement. C'étaient des larmes de pure joie. Nous avons traversé les pièces vides, sa main traînant le long des murs fraîchement peints. Quand nous sommes arrivés dans le jardin, elle s'est tenue au milieu de l'herbe, a fermé les yeux et a juste respiré. Tu sais, mon fils, dit-elle, sa voix douce. Tu m'as donné plus que ton père ne m'a jamais pris. Ce seul moment a rendu chaque nuit blanche, chaque sacrifice, digne d'être vécu. C'était l'accomplissement d'une promesse silencieuse que je m'étais faite enfant, debout dans une cuisine froide, fixant une boîte à café vide. J'avais pris soin de ma mère. Nous étions en sécurité. Nous étions enfin vraiment en sécurité. L'homme à ma porte, mon père, avait l'air plus vieux, bien sûr. Ses cheveux étaient plus fins et plus gris, et son visage était une carte routière de rides que je ne pouvais pas lire. Mais sa posture était la même, cette légère inclinaison arrogante de la tête. La confiance décontractée d'un homme qui croit que le monde lui doit quelque chose. Son nom était Silas. Pendant 23 ans, ce n'avait été qu'un nom que je prononçais dans ma tête. Un mot au goût de cendre. Ronan, dit-il, sa voix grave, à peine reconnaissable. Il écarta les bras, un grand geste théâtral, comme s'il s'attendait à ce que je tombe dedans. Mon garçon, regarde-toi, tout grandit. Je ne bougeais pas. Je restais juste là, dans l'embrasure de la porte, mon corps rigide, mes mains toujours agrippées à la poignée. La jeune femme à côté de lui, ma demi-sœur, Kasha, leva enfin les yeux de son téléphone. Elle me scruta de la tête aux pieds, ses yeux s'attardant sur mes vêtements, ma montre, un éclair de quelque chose. Du dédain peut-être, ou de l'évaluation, traversa son visage avant qu'elle ne reprenne son défilement. « Tu ne vas pas nous inviter à entrer ?» demanda Silas, son sourire vacillant légèrement à mon silence. Mon esprit me criait de claquer la porte, de la verrouiller, de faire comme si cela n'arrivait pas. Mais une autre partie de moi, une petite partie idiote, était curieuse. Que voulait-il? Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, contre mon meilleur jugement, je me suis écarté et les ai laissés entrer. Ils sont entrés dans mon salon, et l'espace est immédiatement devenu étranger, contaminé. Ma paix soigneusement cultivée était brisée. Les yeux de Silas balayèrent la pièce, observant les fenêtres du sol au plafond, les meubles modernes, le système audio coûteux. C'était le regard d'un prédateur évaluant sa proie. « Bel endroit que tu as ici, dit-il, passant une main sur le dossier de mon canapé en cuir. Tu dois bien t'en sortir. J'ai toujours su que tu en étais capable. » L'hypocrisie de cette déclaration était stupéfiante. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais en moi. Il n'avait été là pour rien de tout cela. Kasha s'affala sur le canapé, posant ses baskets de marque sur ma table basse sans la moindre hésitation. « Le mot de passe du Wi-Fi, demanda-t-elle, pas à moi spécifiquement, mais à la pièce en général. Je l'ignorais et regardais Silas. « Que veux-tu » demandai-je, ma voix plate et froide. Je n'allais pas jouer à des jeux. Son charmant visage revint. Il s'assit, se penchant en avant. Conspirairement. Te voir, mon fils. Pour se reconnecter. Un homme arrive à un certain âge. Il commence à penser à la famille, aux erreurs qu'il a commises. Tu m'as manqué, Ronan. Vraiment. Ces mots étaient doux. Répétés. Ils ressemblaient à des répliques de films, creux et insincères. J'avais passé des années à imaginer ce moment, à me demander ce que je dirais, ce que je ressentirais. Je pensais que je ressentirais de la colère, de la rage. Mais tout ce que je ressentais était un étrange vide creux et un sentiment grandissant d'appréhension. Ce n'était pas une réunion. C'était une invasion. Et j'avais le terrible pressentiment que ce n'était que le début. Je ne leur ai rien offert à boire. Je suis juste resté près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, créant une barrière physique entre nous. J'avais besoin de garder mes distances pour garder l'esprit clair. Silas a lancé sa performance, une masterclass en manipulation. Je sais ce que tu dois penser, commença-t-il, sa voix prenant un ton sombre et de regret.
Pourquoi je suis parti? Pourquoi je n'étais pas là pour toi? Il soupira. Un son lourd et dramatique. C'est une longue histoire, mon fils, compliquée. Ta mère et moi, nous n'étions tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Et la vérité est que j'étais malade. Mes yeux se rétrécirent. Malade? Très malade, dit-il, hochant gravement la tête. Il toussa. Un petit raclement de gorge sec et délibéré dans son poing. Les médecins, ils ne pensaient pas qu'il me restait longtemps. Une maladie cardiaque rare. Je ne voulais pas que tu me voies dépérir. Je pensais que ce serait plus facile pour toi si je disparaissais. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Te quitter toi et ta mère. Ça m'a brisé. Il peignit le tableau d'un héros tragique et sacrificiel. Un homme qui avait abandonné sa famille pour leur propre bien. Il prétendait avoir passé des années à combattre cette mystérieuse maladie, vivant dans la pauvreté. Toujours en pensant à moi. C'était une bonne histoire, bien répétée, mais elle était pleine de trous. Et maintenant, demandai-je, ma voix dénuée d'émotion. La maladie cardiaque? Oh, elle est de retour, dit-il, pressant une main sur sa poitrine comme sur commande. Pire qu'avant. Les médecins disent qu'il existe un traitement expérimental, mais le coût. Il est astronomique. Nous avons vendu tout ce que nous avons. Pendant qu'il prononçait son monologue, Kasha s'agitait impatiemment. Elle laissa échapper un soupir exaspéré. Papa, tu peux juste aller droit au but? Je rate le final de la saison de ma série. Elle me regarda. Nous étions à Cancun le mois dernier pour son anniversaire, et le Wi-Fi à cet hôtel était terrible. J'espère que le tien est meilleur. Silence. L'air dans la pièce devint immobile. Silas lui lança un regard empli de pur venin. Il avait soigneusement construit cette image d'un homme démuni et mourant, et elle venait de la démolir avec un seul commentaire négligent sur des vacances de luxe. Il se ressaisit rapidement, forçant un sourire douloureux. Un cadeau, dit-il, agitant une main dismissive. De la famille de ma femme, un dernier voyage avant, eh bien, tu sais, il voulait que j'aie un dernier bon souvenir. Il tenta de ramener la conversation à sa santé défaillante, sa voix devenant plus désespérée, plus suppliante, mais le mal était fait. Le mensonge avait été exposé, aussi clair et évident que le logo de designer sur le sac à main de Kasha. Mon dernier fragment de doute s'évanouit. Il ne s'agissait pas de renouer. Il ne s'agissait pas de regret. Il s'agissait d'argent. Il avait entendu dire que j'avais réussi et il était venu pour encaisser. Armé d'une histoire sobre et d'une complice gâtée et ignorante. Une colère froide et dure commença à remplacer le vide en moi. Il n'était pas juste un étranger. C'était un escroc et j'étais sa prochaine cible. Quelques jours plus tard, après une série de messages suppliants de Silas, j'ai accepté de les rencontrer. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je voulais voir jusqu'où il pousserait cette mascarade. J'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. J'ai choisi un restaurant chic et animé du centre-ville, un espace public neutre où il ne pourrait pas faire de scène. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé, assis à une table de coin. Silas portait un blazer qui semblait un peu trop serré, essayant de projeter une image de succès qui ne lui allait pas tout à fait. Kasha était sur son téléphone comme d'habitude, une expression ennuyée sur son visage. Je me suis assis et j'ai évité les bavardages. Vous avez dit que vous vouliez parler, alors parlez. Le sourire de Silas était mielleux. Droit au but. J'aime ça. Tu tiens ça de moi, tu sais. Il se pencha en avant, baissant la voix. Ronan, comme je te l'ai dit, je suis dans une situation désespérée. Les factures médicales s'accumulent. Je ne demanderai pas s'il y avait un autre moyen, mais tu es mon seul espoir. Combien, demandai-je. Il prit une profonde inspiration comme s'il se préparait. Le traitement coûte $80 000. 80 000 $. Le chiffre resta suspendu dans l'air entre nous. C'était un montant stupéfiant, dit avec une telle désinvolture et un tel droit. Cela me coupa le souffle avant même que je ne puisse le traiter. Kasha intervint, sans même prendre la peine de lever les yeux de son téléphone. Et j'ai besoin d'une voiture, dit-elle. Je commence l'université au printemps, et je ne peux pas être vu prendre le bus. Quelque chose de décent comme une Lexus.
Et mon fond universitaire est un peu léger aussi. Je la regardai, puis de nouveau Silas. Mon incrédulité se transforma en une froide fureur. Il n'essayait même pas d'être subtil. C'était un chantage, pur et simple. Alors, laissez-moi comprendre, dis-je, ma voix dangereusement calme. Vous voulez 80 000 $ pour un faux traitement médical, plus une voiture de luxe et les frais de scolarité pour votre fille, que je connais depuis 5 minutes. La façade de père désespéré de Silas commença à se fissurer. Ses yeux se durcirent. Ce n'est pas un faux traitement, et c'est ta sœur. C'est ce que fait la famille. Nous nous aidons les uns les autres. Tu es assis sur une montagne d'argent, Ronan. J'ai tout entendu sur ton grand travail, ton salaire élevé. Ça ne va pas te tuer d'en partager un peu. Comment, demandai-je, me penchant en avant. Comment as-tu entendu parler de mon travail? Il agita la main d'un geste dédaigneux. Le monde est petit. Les gens parlent, mais ses yeux s'éloignèrent un instant, un signe révélateur de mensonge. Je regardais ces deux étrangers qui partageaient mon sang, mais rien d'autre. L'un était un menteur pathologique, l'autre une gosse gâtée. Ils étaient revenus dans ma vie, non pas avec des excuses ou des explications, mais avec une facture. Une facture pour une enfance que je n'avais jamais eue. Pour un père que je n'avais jamais connu. Famille, répétai-je, le mot ayant un goût de poison. Vous voulez parler de famille? Où était cette famille quand ma mère travaillait 2 emplois pour nous loger? Où étiez-vous quand je livrais des journaux sous la neige pour aider à payer l'épicerie? Je repoussai ma chaise de la table. La réponse est non. Le visage de Silas se tordit de rage. Tu me dois, mon garçon, siffla-t-il, sa voix basse et menaçante. Je t'ai donné la vie. Tu ne m'as rien donné, répliquai-je, ma voix s'élevant. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Malgré toi, pas grâce à toi. Je jetai un billet de 100 $ sur la table pour couvrir le repas. Considérez ceci comme ma dernière contribution à la famille. Ne me contactez plus. Je suis sorti de ce restaurant le cœur battant dans la poitrine. C'était un étrange mélange de colère, de dégoût et d'un bizarre sentiment de soulagement. La confirmation finale et définitive que Silas n'avait pas changé du tout était libératrice d'une certaine manière. Il n'y avait plus de récits, plus de questions persistantes. Il était exactement la personne égoïste et manipulatrice dont je me souvenais. J'ai passé le lendemain à essayer de l'oublier. Je suis allé travailler, me suis concentré sur mes projets, et j'ai même pris une bière avec Léo après le travail. Je lui ai raconté une version aseptisée de l'histoire, juste que mon père séparé était apparu à la recherche d'argent. Mec, c'est dur, dit Léo, secouant la tête. Certaines personnes n'ont aucune honte. Coupe-lui les ponts. Tu ne lui dois rien. Son conseil simple et direct était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Il avait raison. Je ne devais rien à Silas. J'ai décidé sur le champ de bloquer son numéro et de passer à autre chose. Mais ce ne serait pas si facile. Le lendemain après-midi, mon interphone a sonné. C'était eux, encore. Quelle partie de eux ne me contactait plus n'avez-vous pas comprise? J'ai claqué dans l'interphone. Ronan, s'il te plaît, juste 5 minutes, supplia la voix de Silas. Nous voulons juste parler, nous excuser pour la façon dont les choses se sont passées hier. Je savais que c'était un mensonge. Je savais que je devrais simplement raccrocher, mais je savais aussi qu'il ne partirait pas. Il resterait probablement dans le hall à faire une scène. Agacé et voulant en finir, je les ai fait monter. Au moment où ils sont entrés dans mon appartement, l'atmosphère a changé. L'acte de supplication avait disparu. Le visage de Silas était un masque dur de ressentiment. Kasha avait l'air encore plus renfrogné que d'habitude. Tu m'as embarrassé hier, cracha Silas, sans même se donner la peine de dire bonjour. Dans un lieu public. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je ris. Un son court et sans humour. Fait pour moi? Tu m'as abandonné. Tu as volé ma mère. Tu n'as rien fait. Son visage se tordit en un vilain ricanement. Je t'ai donné ton ambition, mon garçon. Si j'étais resté, si je t'avais dorloté, tu ne serais rien. Tu serais un échec, tout comme ta mère, travaillant dans un restaurant de bas étage pour des pourboires. L'insulte envers ma mère toucha une corde sensible. N'osez pas parler d'elle, dis-je,
ma voix tombant à un niveau dangereusement bas. Je fis un pas vers lui. Elle s'est tuée à la tâche pour me donner une vie que tu étais trop lâche pour offrir. Elle vaut 10 fois mieux que toi. Kasha, qui avait été silencieuse, ricana soudainement. S'il te plaît, c'est une vieille femme fauchée dans une petite maison. Nous l'avons vue sur Zillow. Mon père a été intelligent de partir quand il l'a fait. C'était ça. Le coup de grâce absolu. La cruauté froide et calculée de tout cela. Ils n'étaient pas venus seulement pour l'argent. Ils étaient venus pour détruire tout ce que je tenais pour sacré. Sortez, dis-je, ma voix tremblant de rage. Je montrai la porte. Sortez de chez moi maintenant avant que j'appelle la police. Les yeux de Silas s'écarquillèrent un instant, un éclair de surprise, peut-être même de peur, mais il fut rapidement remplacé par une froide fureur. Tu le regretteras, Ronan, avertit-il, sa voix un sifflement bas. Tu te crois si supérieur dans ta tour de verre, mais les gens dans les tours de verre sont très faciles à briser. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Il saisit le bras de Kasha et sortit en trombe, claquant la porte derrière eux. La menace resta suspendue dans l'air, lourde et empoisonnée. Je restai là, tremblant, non pas de peur, mais d'une rage si profonde qu'elle me donnait l'impression de me consumer de l'intérieur. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. C'était une guerre. Après leur départ, un silence inquiétant s'est abattu sur l'appartement. Je me suis senti souillé, violé. J'ai traversé les pièces, un étrange sentiment de malaise me montant le long de la colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais le sentiment était indéniable. Je suis allé à mon bureau à domicile, une petite pièce où je gardais mon ordinateur personnel et mes fichiers de travail. C'est là que je l'ai vu. Mon ordinateur portable, que je laissais toujours fermé et en veille, était ouvert. L'écran était allumé, affichant mon bureau. Un œuf froid se forma dans mon estomac. Je ne le laissais jamais ouvert, jamais. Mon esprit est revenu en arrière. Était-il venu ici avant? Non. C'était impossible. Puis ça m'a frappé. Le premier jour où ils sont venus. Je les avais laissés dans le salon pendant 1 minute. Quand je suis allé à la cuisine prendre un verre d'eau, mon dos tournait. Ce n'était que pour 1 minute, peut-être moins, mais c'était assez long. Mes mains tremblant légèrement. Je me suis assis à mon bureau. J'ai vérifié l'historique du navigateur. Il y avait des recherches sur le conseil d'administration de mon entreprise, sur mes profils de réseaux sociaux, et mon cœur s'est serré pour les banques locales d'Austin. Puis j'ai ouvert l'explorateur de fichiers. La liste des fichiers récents montrait que plusieurs documents avaient été ouverts. Déclaration de revenus, relevé d'investissement, fiche de paie. Ils avaient tout parcouru. J'ai ressenti une vague de nausée. L'atteinte à la vie privée était si profonde, si absolue. J'avais l'impression qu'ils avaient fouillé ma vie et ses recoins les plus privés. Ce n'était pas juste une tentative désespérée de prendre de l'argent. C'était une opération calculée de collecte de renseignements. Puis j'ai décidé de vérifier mon système de sécurité domestique. J'avais une petite caméra dans le salon, principalement pour quand j'étais absent de la ville. J'ai fait défiler les images du jour de leur première visite. Et c'était là, au moment où je suis entré dans la cuisine. Kasha, rapide comme un serpent, s'est levé et s'est glissé dans mon bureau. Silas s'est levé et s'est déplacé pour bloquer l'entrée, faisant semblant d'admirer une œuvre d'art sur le mur. Faisant le guet, j'ai regardé, mon sang se glaçant. Les images montraient Kasha à mon bureau, ses doigts parcourant mon clavier. Elle est entrée et sortie en moins de 45 secondes. Elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas une idée spontanée. C'était planifié. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ils étaient venus chez moi sous le prétexte d'une réunion de famille avec la seule intention de déterrer des informations financières compromettantes sur moi. Chaque mot que Silas avait prononcé, le regret, la maladie, les appels à la connexion, tout était un mensonge, une performance soigneusement construite pour me distraire pendant que sa fille fouillait ma vie. La colère que j'avais ressentie auparavant n'était rien comparée à celle-ci. C'était une fureur différente, froide, claire et absolue. Ils ne m'avaient pas seulement insulté ou essayé de me culpabiliser. Ils avaient conspiré contre moi. Ils avaient non seulement pénétré ma maison, mais le tissu même de la vie que j'avais bâtie.
J'ai sauvegardé les images de la caméra de sécurité sur un lecteur sécurisé. Ce n'était plus un conflit familial. C'était une preuve. Les images de la caméra de sécurité étaient accablantes, mais j'avais le sentiment nauséabond qu'il y avait plus que cela. Comment savaient-ils où chercher? Comment en savaient-ils autant sur moi pour même commencer leur recherche? La phrase que Silas avait utilisée ne cessait de me revenir à l'esprit, « J'ai tout entendu sur ton grand travail ». Ce n'était pas juste une supposition. Je me suis assis devant mon ordinateur, mon esprit désormais en mode analyste, parcourant les possibilités. Il devait avoir reçu un tuyau, mais de qui? Je n'avais que très peu de liens avec mon ancienne vie dans l'Ohio, et aucun d'entre eux ne connaissait les détails de ma situation financière. Poussé par une intuition, j'ai commencé à creuser plus profondément dans ma propre empreinte numérique. Je me suis connecté à mon compte de messagerie secondaire, que j'utilisais rarement, principalement pour les courriers indésirables, et c'est là que je l'ai trouvé. Enfoui dans le dossier de spam se trouvait un email datant de plusieurs mois. La ligne d'objet était anodine, suivie. L'expéditeur était une adresse email que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. L'email était court, « Bonjour, je suis un ancien collègue de Silas de son époque dans l'Ohio. » Il a mentionné qu'il essayait d'entrer en contact avec son fils, Ronan, qui, je crois, travaille dans votre entreprise. J'ai trouvé cette information dans un répertoire public et j'ai pensé que cela pourrait être utile. Une seule pièce jointe. Ma main trembla en la téléchargeant et en l'ouvrant. C'était un PDF, un répertoire interne non public d'employés d'une entreprise partenaire avec laquelle ma firme collaborait fréquemment. Et là, à la page 27, se trouvait mon nom, mon titre de poste et ma fourchette de salaire estimée. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ce n'était pas un hasard. Silas planifiait cela depuis des mois. Il avait méthodiquement contacté d'anciens contacts, utilisant une histoire de père essayant de renouer avec son fils pour obtenir des informations sensibles sur moi par ingénierie sociale. Ce n'était pas seulement un escroc opportuniste. C'était un escroc méticuleux. Mais qui était cet ancien collègue? J'ai fait une recherche inversée sur l'adresse email. Le nom qui est apparu était celui d'un homme dont je me souvenais vaguement, un homme qui avait travaillé avec Silas pendant une courte période dans une entreprise de construction avant que Silas ne soit renvoyé pour vol de matériaux. C'était un complice. Cette découverte a tout changé. Elle a recontextualisé toute leur visite. La maladie feinte, les histoires tristes, tout cela faisait partie d'un complot calculé basé sur des informations obtenues illégalement. Ils étaient venus à ma porte armés de mes informations salariales, prêts à jouer n'importe quel rôle nécessaire pour en obtenir une partie. J'ai ressenti un profond sentiment de violation, bien plus profond que le simple fait que mes fichiers aient été consultés. Mon succès, quelque chose pour lequel j'avais travaillé si dur, était devenu une cible dans mon dos. Silas ne m'avait pas trouvé par hasard. Il m'avait traqué. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la lumière du moniteur éclairant la pièce sombre. La colère était toujours là, une pierre froide et dure dans mon ventre. Mais maintenant, elle était accompagnée de quelque chose d'autre, la clarté. Je savais exactement à qui j'avais affaire et je savais exactement ce que je devais faire. Je n'allais pas être une victime. J'allais riposter, et j'allais utiliser les mêmes outils que contre moi, l'information et la stratégie. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé mon patron pour lui dire que j'avais une grave urgence familiale, ce qui n'était pas un mensonge. Mon premier appel fut à ma mère. Je lui ai tout raconté. La réapparition de Silas, les mensonges, les exigences financières et l'atteinte à ma vie privée. Sa réaction fut une tristesse silencieuse et épuisée. « Je suis tellement désolé, Ronan, murmura-t-elle, sa voix se brisant. J'avais espéré que tu n'aurais plus jamais à le revoir. Il ne change pas. Il ne sait que prendre. Ce n'est pas ta faute, maman, dis-je, ma voix ferme. Mais je ne le laisserai pas faire ça. Je vais m'en occuper. » Mon appel suivant fut à un avocat. Je ne voulais pas d'un petit avocat de famille de province. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait le harcèlement et la cybercriminalité. J'ai trouvé un cabinet très réputé à Austin et j'ai pris rendez-vous pour une consultation d'urgence avec un associé nommé Monsieur Bennett. Le bureau de Monsieur Bennett se trouvait au 30e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, un monde loin du chaos de ma vie. C'était un homme vif et pragmatique d'une 60aine d'années,
avec des yeux qui semblaient vous transpercer. J'ai tout étalé sur sa table en acajou poli, une copie imprimée de l'email avec mes informations salariales, une clé USB contenant les images de la caméra de sécurité et des captures d'écran des fichiers récents sur mon ordinateur. Il a écouté attentivement, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a croisé les doigts. « Monsieur Foster, dit-il, sa voix calme et mesurée. Ce n'est pas une simple querelle de famille. C'est un schéma clair de harcèlement, de conspiration et d'accès illégal à des informations privées. Ils n'ont pas seulement franchi une ligne. Ils l'ont franchi au-delà de toute mesure. Sa confiance était exactement ce dont j'avais besoin. Il a élaboré un plan. La première étape était immédiate et agressive, une ordonnance de restriction temporaire. Nous déposerons cela cet après-midi, dit-il. Étant donné vos preuves, en particulier la vidéo, un juge l'accordera presque certainement. Cela leur interdira légalement de vous contacter, de s'approcher de votre domicile ou de votre lieu de travail. Le processus fut épuisant. J'ai dû rédiger une déclaration détaillée, racontant chaque interaction, chaque menace. Cela ressemblait à revivre tout le cauchemar. Mais avec Monsieur Bennett pour me guider, j'ai réussi. 2 jours plus tard, nous étions devant un juge. Silas et Kasha étaient là, l'air déconcerté et indigné. Silas a essayé de jouer la victime, disant au juge qu'il n'était qu'un père inquiet cherchant à voir son fils. Puis Monsieur Bennett a diffusé les images de la caméra de sécurité sur un grand écran dans la salle d'audience. La vidéo de Silas agissant comme guetteur pendant que Kasha fouillait mon bureau. La salle d'audience était silencieuse. Le visage de Silas devint pâle. Le juge n'a pas hésité. Il a accordé l'ordonnance de restriction temporaire et a fixé une date pour une audience afin de la rendre permanente. Alors que nous quittions le tribunal, Silas me regarda fixement. Ses yeux remplis d'une haine venimeuse. Il ne dit pas un mot, mais son expression était claire, ce n'était pas fini. J'ai ressenti un sentiment de soulagement, mais il était fragile. L'ordonnance de restriction était un morceau de papier, un bouclier légal. Mais je savais qu'elle n'arrêterait pas un homme comme Silas. Elle ne ferait que le rendre plus en colère et plus déterminé. J'avais construit une forteresse de loi autour de moi, mais j'avais le sentiment que la guerre ne faisait que commencer. Pendant quelques semaines, il y eut le silence. Un silence béni, merveilleux. L'ordonnance de restriction permanente fut accordée sans accroc. Silas et Kasha ne se sont même pas présentés à l'audience finale. J'ai commencé à me détendre. J'ai changé les serrures de mon appartement, amélioré mon système de sécurité et mis des alertes sur tous mes comptes financiers. Je pensais les avoir extirpés de ma vie avec succès, comme un chirurgien retirant une tumeur. Je pensais avoir gagné. J'avais tort. L'attaque, quand elle est venue, venait d'une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Elle ne visait pas mon portefeuille. Elle visait toute ma vie. Ça a commencé subtilement. Un projet que je dirigeais au travail a soudainement rencontré un problème avec un autre département. Un collègue avec qui j'étais ami a commencé à agir de manière distante, évitant le contact visuel dans le couloir. Puis mon patron, un homme nommé Frank, qui avait toujours été mon plus grand soutien, m'a appelé dans son bureau pour un entretien imprévu. L'ambiance était tendue. Frank, qui était d'habitude détendu et ouvert, semblait mal à l'aise. Il déplaçait des papiers sur son bureau, évitant mon regard. « Ronan, commença-t-il, sa voix formelle. Nous avons reçu des correspondances inquiétantes concernant votre emploi ici. » Mon sang se glaça. « Des correspondances ? De quoi parlez-vous ? » Il glissa une feuille de papier sur le bureau. C'était une impression d'un email anonyme. J'ai lu les premières lignes et mon estomac s'est noué. L'email était une œuvre de fiction, un chef-d'œuvre de calomnie malveillante. Il affirmait que j'avais falsifié des titres sur mon CV. Il alléguait que j'avais un historique de comportement instable et que j'avais été licencié d'un emploi précédent pour espionnage industriel, me dépeignant comme une fraude dangereuse, un passif pour l'entreprise. Il y en a eu plusieurs, dit Frank, sa voix lourde, envoyée à divers membres de la haute direction et des ressources humaines, tous à partir de comptes anonymes différents. J'étais sans voix. Mon esprit était en ébullition, mais je savais avec une certitude absolue qui était derrière tout ça, Silas. C'était sa vengeance. Il ne pouvait pas avoir mon argent, alors il essayait de détruire ma carrière,
le fondement même de la vie que j'avais construite. Sa menace dans mon appartement résonnait dans mes oreilles, les gens dans les tours de verre sont très faciles à briser. Franck, tout ça n'est que mensonge, dis-je, ma voix tremblant d'un mélange de rage et de panique. C'est mon père séparé. J'ai une ordonnance de restriction contre lui. Il fait ça pour se venger. Franck leva la main. Je te crois, Ronan, ou du moins je veux te croire. Tu as été un employé exemplaire, mais tu dois comprendre notre position. Ce sont des allégations sérieuses. Nous devons enquêter. Conformément à la politique de l'entreprise, jusqu'à ce que cela soit résolu, je dois te mettre en congé administratif rémunéré. Congé administratif ? Les mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. C'était un purgatoire corporatif. J'étais renvoyé chez moi, mis sur la touche pendant que l'entreprise enquêtait sur ces allégations sans fondement. J'ai dû rendre mon ordinateur portable de travail et mon badge de sécurité. En sortant du bâtiment, portant mes affaires personnelles dans une boîte en carton comme un criminel ordinaire, je sentais les regards de mes collègues sur moi. En quelques jours, Silas avait transformé mon sanctuaire en prison et ma réputation en poussière. Je suis rentré chez moi hébété. La forteresse légale que j'avais construite était inutile contre ce genre d'attaque. Comment combattre un fantôme ? Comment réfuter un mensonge qui se propage comme un poison ? Il avait trouvé ma plus grande vulnérabilité. Il savait que ma carrière était tout pour moi et il essayait de la réduire en cendres. Je me suis assis dans mon appartement silencieux, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti complètement, désespérément vaincu. Les premières 48 heures de mon congé administratif furent parmi les plus sombres de ma vie. Je faisais les 100 pas dans mon appartement comme un animal en cage, une tempête de fureur et d'impuissance faisant rage en moi. Je me sentais impuissant. Silas était un fantôme, se cachant derrière des adresses e-mail anonymes, et j'étais coincé dans les limbes, incapable de me défendre. Mes amis ont appelé, mais je les ai ignorés. Ma mère a appelé, et je lui ai donné une réponse vague et rassurante, ne voulant pas qu'elle s'inquiète. Je me suis juste assis dans le noir, le silence de mon appartement, un rappel moqueur de mon isolement. Puis, le troisième jour, quelque chose a changé. Je regardais mon ordinateur portable personnel, celui sur lequel Kasha avait fouiné, quand une étincelle d'idées a jailli dans l'obscurité. J'étais un analyste de données. Toute ma carrière était bâtie sur la découverte de modèles, la révélation de vérité et le traçage de l'information jusqu'à sa source. Pourquoi étais-je assis là comme une victime alors que j'avais les compétences pour riposter ? Silas pensait qu'il était intelligent en utilisant des comptes anonymes, mais le monde numérique laisse toujours des empreintes. Toujours. Un nouveau genre d'énergie m'a envahi. Non pas la rage brûlante d'avant, mais une détermination froide et concentrée. J'ai transformé mon appartement en centre de commandement. J'ai préparé une grande cafetière, mis de la musique instrumentale pour m'aider à me concentrer, et je me suis mis au travail. Mon entreprise m'avait fourni, pour des raisons légales, des copies des emails anonymes. C'était mon point de départ. J'ai commencé par analyser les entêtes de mails. Pour une personne normale, c'est juste un bloc de charabia technique. Pour moi, c'était une carte au trésor. J'ai commencé à retracer le chemin que chaque email avait pris à travers les serveurs Internet. La plupart des premiers avaient été envoyés via des VPN courants, masquant leur véritable origine. Ils couvraient ces traces. Mais ensuite, j'ai trouvé une erreur. L'un des emails ultérieurs, envoyé dans un accès de colère peut-être, avait une origine moins sécurisée. L'entête contenait une véritable adresse IP non masquée. Une adresse IP est un identifiant unique pour une connexion Internet, comme une empreinte numérique. J'ai exécuté l'adresse IP via une base de données de géolocalisation. Le résultat est apparu sur mon écran, un petit café indépendant appelé The Daily Grain dans une ville juste à l'extérieur de Houston, où je savais que Silas vivait. C'était une piste, mais ce n'était pas suffisant. Une adresse IP d'un lieu public pouvait appartenir à n'importe qui. J'avais besoin de la relier directement à lui ou à Kasha. J'ai commencé à penser à sa complice, sa fille. Kasha était jeune, arrogante et vivait sa vie en ligne. J'ai facilement trouvé ses profils de réseaux sociaux publics. Son Instagram était un flux organisé de selfies, de repas coûteux et de plaintes d'ennui. J'ai commencé à faire défiler méticuleusement des mois de ses publications,
recoupant les dates et les heures avec les emails que mon entreprise avait reçus. Et puis je l'ai trouvé. Une publication d'il y a 3 semaines. C'était un selfie d'elle tenant un café latte ridiculement cher, faisant la moue à la caméra. La légende disait, coincé à faire des courses avec mon père. Tellement ennuyeux. Au moins, le café ici est décent. J'ai vérifié l'horodatage de la publication. Elle avait été envoyée à 14h17 un mardi. J'ai vérifié l'horodatage de l'email avec l'adresse IP non masquée. Il avait été envoyé à 14h23 le même mardi depuis le même café. J'ai zoomé sur la photo. Dans le reflet de ses lunettes de soleil, faibles mais indubitables, se trouvait l'image d'un homme assis en face d'elle, penché sur un ordinateur portable. Un homme aux cheveux gris clairsemés portant un blazer à l'allure familière. Silas. Mon cœur battait la chamade. Je les tenais. C'était la preuve irréfutable numérique. C'était la preuve concrète et irréfutable qui les liait directement à la campagne de diffamation. Il pensait être un fantôme, mais il n'avait aucune idée. Je n'allais pas seulement laver mon nom. J'allais l'enterrer avec la vérité. Armé de mes preuves, j'ai appelé Monsieur Bennett. Quand j'ai expliqué ce que j'avais trouvé, il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Ronan, dit-il finalement, une note de véritable admiration dans sa voix. Ce n'est pas seulement du bon travail. C'est brillant. Cela change tout. Ce n'est plus seulement une affaire de harcèlement. C'est de la diffamation, de la calomnie et de l'ingérence délictuelle. Nous pouvons les détruire avec ça. Il suggéra que nous les poursuivions en justice jusqu'à l'oubli. Mais j'avais une idée différente. Un procès serait long, public et désordonné. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de traîner mon nom plus longtemps dans la boue. Je voulais une fin rapide et décisive. Je voulais voir le regard sur son visage quand il réaliserait qu'il avait été déjoué. Je veux organiser une réunion, dis-je à Monsieur Bennett, avec votre présence. Je veux lui montrer mes preuves et lui donner un ultimatum. Monsieur Bennett a d'abord hésité, mais il a vu la froide détermination dans mes yeux et a accepté. Il a envoyé une lettre officielle à Silas et Kasha, les convoquant à son bureau pour une médiation concernant des questions juridiques récentes. Je suis sûr qu'il pensait qu'il s'agissait de l'ordonnance de restriction, qu'il pourrait simplement l'ignorer ou s'en tirer avec des mensonges. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. 2 jours plus tard, j'étais assis dans la salle de conférence de Monsieur Bennett, celle avec la vue panoramique sur la ville. Je me sentais étrangement calme. La peur et l'impuissance avaient disparu, remplacées par une certitude glaciale. Monsieur Bennett était assis à côté de moi, un épais dossier de mes preuves sur la table devant lui. Silas et Kasha sont entrés, rayonnant d'une aura d'arrogance défiante. Silas me regarda avec un pur mépris. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il, regardant Monsieur Bennett. Nous n'avons rien à lui dire. Monsieur Bennett ne dit pas un mot. Il a juste ouvert le dossier, l'a retourné et l'a poussé sur la table. Sur le dessus se trouvait une impression glacée 8x10 de la publication Instagram de Kasha. À côté se trouvait une impression de l'email anonyme avec l'horodatage et l'adresse IP mis en évidence. Et en dessous, une photo améliorée de Silas, agrandie, son reflet dans les lunettes de soleil de Kasha. J'ai observé leur visage alors qu'ils traitaient ce qu'ils voyaient. La mâchoire de Kasha s'est relâchée, la couleur s'échappant de son visage. Silas fixa les photos, son sourire arrogant s'effaçant, remplacé par un regard de pur choc, non falsifié. Il leva les yeux vers moi, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Le chasseur venait de réaliser qu'il était tombé dans un piège. « Comment » murmura-t-il, le seul mot à peine audible. « Tu n'es pas le seul à savoir comment découvrir des choses, dis-je, ma voix égale et froide. Tu as envoyé une 12aine de mails à mon employeur rempli de mensonges, essayant de ruiner ma vie. Tu as violé une ordonnance de restriction en me harcelant par l'intermédiaire d'un tiers. Tu as commis de la calomnie. » Monsieur Bennett semble penser que nous avons un dossier très solide. Silas était sans voix. Il se contenta de fixer les preuves, les rouages tournant dans sa tête, comprenant enfin l'étendue de son erreur de calcul. Alors, voici l'accord, continuai-je, me penchant en avant. Vous avez 2 options. Option A, nous sortons de cette pièce et Monsieur Bennett dépose une poursuite de plusieurs millions de dollars contre vous pour diffamation et dommages-intérêts. Nous soumettrons toutes ces preuves. Nous gagnerons. Vous serez ruiné financièrement pour le reste de votre vie.
Option B, vous signez une confession légalement contraignante admettant tout ce que vous avez fait. Vous déclarerez par écrit que toutes les allégations que vous avez faites contre moi étaient des mensonges malveillants. Vous acceptez de ne plus jamais me contacter, moi ou ma famille, sous quelque forme que ce soit. Si vous le faites, la confession sera déposée au tribunal et vous irez en prison. Vous avez 5 minutes pour décider. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Le pouvoir dans la pièce avait complètement changé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la victime. J'avais le contrôle. Le silence dans cette salle de conférence était absolu. Silas se contenta de fixer les papiers. Son visage était un masque d'incrédulité et de fureur. Il avait été si sûr de lui, si confiant dans sa propre intelligence. Maintenant, il était acculé, exposé et impuissant. Kasha était au bord des larmes, regardant son père comme si elle le voyait pour la première fois. Non pas comme un maître rusé, mais comme un échec pathétique qui l'avait entraîné dans un désastre. C'est du chantage, crachota finalement Silas, sa voix rauque. Monsieur Bennett parla pour la première fois, son ton glacial. Non, monsieur. C'est une offre de règlement. Le chantage est ce que vous faites avec des mensonges. C'est ce que nous faisons avec la vérité. Il vous reste 3 minutes. Je pouvais voir la guerre faire rage dans les yeux de Silas. Son orgueil luttait contre son instinct de survie, mais à la fin, sa lâcheté l'emporta. Il savait qu'il était vaincu. Il savait que je le tenais la main dans le sac. D'une main tremblante de rage, il prit le stylo que M. Bennett avait posé sur la table. « Où est-ce que je signe » murmura-t-il, les mots ayant un goût de défaite. Il signa la confession. Kasha, sanglotant doucement, signa comme témoin. Le document était un aveu complet de sa campagne de calomnie, un récit détaillé de ses mensonges malveillants, tous conçus pour me faire virer par vengeance. C'était son humiliation ultime, écrite et signée de sa propre main. Monsieur Bennett a pris le document signé et en a fait une copie. Il m'en a remis une. C'est fait, dit-il. Silas et Kasha se levèrent pour partir. Silas ne me regardait pas. En passant, il s'arrêta un instant. Tu te crois si intelligent, siffla-t-il, sa voix à peine un murmure. Non, répondis-je, le regardant droit dans les yeux. J'ai juste appris du meilleur. Tu m'as appris que le monde peut être un endroit cruel. Alors, j'ai appris à être assez fort pour y faire face. Au revoir, Silas. Ils sont sortis du bureau et de ma vie pour toujours. Je me suis tenu à la fenêtre, tenant la confession signée, et j'ai regardé la ville. Un poids énorme que je n'avais même pas réalisé porter s'est levé de mes épaules. C'était fini. Vraiment fini. Le lendemain, je suis allé dans le bureau de mon patron Franck et j'ai posé la confession signée sur son bureau. Il l'a lu, ses yeux s'écarquillant à chaque phrase. Quand il a eu fini, il m'a regardé, son visage un mélange de choc et de remords. « Ronan, je suis tellement désolé, a-t-il dit. Nous n'aurions jamais dû douter de toi. » J'ai été immédiatement réintégré. L'entreprise a publié des excuses officielles et 2 semaines plus tard, en guise de geste supplémentaire de leur confiance en moi, ils m'ont offert une promotion significative, celle pour laquelle j'avais travaillé toute l'année. La justice n'avait pas seulement été rendue. Elle avait été rendue avec intérêt. J'avais affronté les fantômes de mon passé. Je les avais combattus à mes propres conditions et j'avais gagné. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à présent. Veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en tapant un dans les commentaires ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous m'avez donné un like et que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre encouragement est une immense source de motivation. Commentez numéro 1 ci-dessous et restez avec moi alors que je continue mon histoire. Après la tempête, il y eut le calme, une sorte de paix profonde et sereine que je n'avais jamais connue auparavant. Le monde semblait plus lumineux. L'air plus pur. Silas et Kasha étant définitivement hors de ma vie et mon nom lavé au travail, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer vraiment. La promotion fut un tournant. Elle s'accompagnait de plus de responsabilités et d'une nouvelle équipe à gérer, ce qui m'a obligé à m'engager et à me connecter avec mes collègues d'une manière que je n'avais pas connue auparavant. L'épreuve avait étrangement brisé les murs que j'avais construits autour de moi. Mes collègues, m'ayant vu réhabilité, me traitaient avec un nouveau niveau de respect et de chaleur. Les murmures et les regards furtifs furent remplacés par des sourires et des invitations à déjeuner.
Léo, Maya et Ben étaient bien sûr fous de joie et ont organisé une petite fête de bienvenue chez moi. Nous avons commandé des pizzas, bu de la bière bon marché, et pour la première fois, je leur ai raconté toute l'histoire, sans phare. Voir le soutien indéfectible dans les yeux de mes amis m'a fait réaliser que je n'étais pas aussi seul que je l'avais toujours ressenti. Mais je savais que gagner la bataille ne signifiait pas guérir les blessures. La colère et le ressentiment s'étaient apaisés, mais des décennies de souffrance avaient laissé de profondes cicatrices. Sur la recommandation d'un collègue de confiance, j'ai commencé à consulter un thérapeute, un homme réfléchi nommé Dr Alistair Finch. Nos premières séances furent difficiles. J'avais l'habitude de tout intérioriser, de résoudre les problèmes par la logique et l'analyse, parler de mes sentiments me semblait étranger et inconfortable. Mais le docteur Finch était patient. Il m'a aidé à démêler l'imbroglio d'émotions laissées par l'abandon de mon père et sa récente réapparition. Vous avez passé toute votre vie en mode survie, Ronan, m'a-t-il dit lors d'une séance. Vous avez construit une armure pour vous protéger enfant, et elle vous a bien servi. Mais maintenant vous êtes en sécurité. Vous n'avez plus besoin de cette armure. Il est temps d'apprendre à la déposer. Au fil des mois de travail, j'ai commencé à comprendre. J'ai appris que ma détermination implacable à réussir n'était pas seulement une question d'ambition. Il s'agissait d'essayer de prouver ma valeur à un père qui m'avait fait me sentir sans valeur. J'ai appris à séparer ma propre valeur de mon salaire ou de mon titre de poste. J'ai commencé à pardonner au garçon de 9 ans qui n'avait pas pu empêcher son père de partir. Inspiré par mon propre parcours, j'ai décidé de faire quelque chose de plus. J'ai utilisé une partie de ma prime de promotion pour créer un petit fonds de bourse d'études à mon ancien lycée. Il a été nommé d'après ma mère, la bourse d'opportunité Foster, dédiée à aider les enfants issus de familles monoparentales à faible revenu à prendre un bon départ à l'université. C'était ma façon de transformer ma douleur en un but, de garantir que d'autres enfants qui avaient commencé avec rien sachent qu'ils n'étaient pas invisibles. Je me réappropriais mon histoire, non pas comme une tragédie d'abandon, mais comme un témoignage de résilience. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment libre. Environ 1 an après l'affrontement final, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas avec un indicatif régional de l'Ohio. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Ronan, dit une voix hésitante à l'autre bout du fil, c'est Orson, ton oncle, le frère cadet de Silas. Je n'avais pas parlé à mon oncle Orson depuis plus de 20 ans. C'était un homme calme et décent qui avait toujours été éclipsé par son frère aîné dominateur. Nous avions échangé quelques cartes de Noël après le départ de Silas, mais nous avions finalement perdu le contact. Oncle Orson, dis-je, surpris. Ça fait longtemps. Tout va bien? Il y eut un lourd soupir à l'autre bout du fil. Pas vraiment, mon fils. Pas pour Silas, en tout cas. Je pensais que tu devrais savoir. Il me raconta ensuite ce qui s'était passé après que Silas et Kasha eurent quitté le bureau de Monsieur Bennett en disgrâce. Leur monde s'était complètement effondré. La deuxième femme de Silas, la mère de Kasha, était une femme qui valorisait les apparences et l'argent avant tout. Quand elle a appris son échec et les problèmes juridiques dans lesquels il se trouvait, elle fut furieuse. Non pas parce qu'il avait été cruel ou malhonnête, mais parce qu'il avait échoué. Il n'était plus un atout. Il était un passif. Elle a demandé le divorce et l'a mis à la porte de la maison. Kasha, qui avait été élevée dans un monde de privilèges et de droits, n'avait aucune loyauté envers un père qui ne pouvait plus financer son mode de vie. Selon Orson, elle avait pris le parti de sa mère pendant le divorce, assurant son propre avenir financier et coupant complètement les ponts avec Silas. Elle avait abandonné l'université et vivait désormais des indemnités de sa mère, postant des photos de yachts et de clubs exclusifs sans la moindre mention de son père. Et Silas, demandai-je, un étrange détachement dans ma voix. Ce n'est pas une jolie image, dit Orson. Il a tout perdu. La maison, l'argent. Il vit dans un motel bon marché en périphérie de la ville. Sa santé, cette histoire qu'il t'a racontée sur sa maladie cardiaque, c'est ironique, mais le stress de tout ça semble l'avoir rendu réel. Il est vraiment malade maintenant et il est tout seul. Personne ne veut rien avoir à faire avec lui après que la vérité sur ce qu'il t'a fait soit sortie. J'ai écouté l'histoire et je n'ai ressenti ni joie ni satisfaction. Je n'ai rien ressenti, un vide profond et total là où ma colère se trouvait autrefois. C'était la confirmation finale qu'il ne faisait plus partie de mon paysage émotionnel.
Son sort était le résultat direct de ses propres choix. C'était la conclusion logique d'une vie bâtie sur la cupidité et la tromperie. Il avait semé le vent et maintenant il récoltait la tempête. Le karma, je suppose, est l'analyste de données le plus précis de tous. Il trouve toujours le modèle. Il livre toujours la vérité. Ce soir, mon appartement est rempli de chaleur et de rire. Un son qui est devenu merveilleusement familier. La ligne d'horizon de la ville scintille toujours à ma fenêtre, mais la vue n'est plus la chose la plus précieuse que je possède. Ma mère est ici en visite pour la semaine. Elle est assise sur le canapé, racontant une histoire amusante à ma petite amie Sarah, qui rit si fort qu'elle essuie les larmes de ses yeux. Mes amis, Léo, Maya et Ben sont dans la cuisine, se disputant gentiment pour savoir qui fait le meilleur guacamole. L'odeur de poulet rôti emplit l'air. Ma maison, autrefois un sanctuaire silencieux du monde, est devenue un lieu de connexion, un lieu rempli d'amour. En regardant ces visages, je ressens une vague de gratitude si puissante qu'elle me met presque à genoux. Ces gens sont ma famille, pas nécessairement par le sang, mais par choix. Ce sont eux qui sont apparus, ceux qui sont restés, ceux qui ont célébré mes victoires et m'ont soutenu pendant mes heures les plus sombres, ne demandant rien en retour. Ce sont eux qui m'ont appris ce que la famille signifie vraiment. Ma mère capte mon regard à travers la pièce et me sourit. C'est un sourire qui dit tout, qu'elle est fière, qu'elle est heureuse que nous y soyons arrivés. Nous avons survécu à la tempête et avons trouvé notre chemin vers le calme de l'autre côté. Le passé fera toujours partie de mon histoire. C'est le fondement sur lequel j'ai construit ma force. L'obscurité qui m'a appris à apprécier la lumière, mais elle ne me définit plus. Le fantôme de Silas est parti, remplacé par la présence vivante et respirante des personnes qui se soucient vraiment de moi. Mon voyage a été long et douloureux. Mais il m'a conduit ici, à ce moment. Entouré d'amour et de rire. Et il m'a appris la leçon la plus importante de toutes. La famille n'est pas quelque chose dans lequel on est, c'est quelque chose que l'on construit. Ce sont les gens qui vous choisissent, qui vous respectent, qui vous soutiennent. C'est un choix que l'on fait chaque jour de se montrer pour les personnes qui comptent. Et c'est le choix le plus important que vous ferez jamais. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir la partager avec vous tous. J'aimerais beaucoup entendre vos propres réflexions. Que signifie le mot famille pour vous? Veuillez partager vos histoires et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, veuillez envisager d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.